Je suis un être immortel, capturé dans un jeu d'horreur réservé aux condamnés à mort. Je pensais qu'après avoir vécu des millénaires, 我是长生种，被抓进专惩死刑犯的恐怖游戏，本以为自己活了几千年。 rien ne pouvait m'effrayer, mais la première tombe que j'ai déterrée était celle d'un couple. Après l'ouverture, à gauche gisait mon ennemi juré d'il y a 1000 ans, à droite se trouvait une vieille tenue que j'avais portée, et dans la main du cadavre de mon ennemi il y avait un rouleau de prédiction, dont la première ligne disait, en voyant ces mots, « Je pense à toi, mon cher mari ». Alors j'ai refermé le couvercle. Qu'est-ce que tu fais? Le rituel d'ouverture ne peut pas être interrompu, tu veux tuer tout le monde? Immédiatement, un cri exaspéré retentit à mes oreilles, venant d'un oméga maquillé de façon outrancière, que j'appelle en moi-même, grand intelligent. On dit qu'il a commis un meurtre, après avoir tué son mari, il l'a démembré et transformé en soupe. Je mens sans expression. Il y a de l'énergie yin, c'est un piège. Allô allô? Alors qu'est-ce qu'il y a dans la prédiction? Pourquoi tu fais une tête de mort-vivant? Cette fois, c'est un homme à lunettes qui crie. Je l'appelle, Petite Lunette, il prétend avoir commis un délit de corruption, détourné la totalité des fonds de lutte contre la pauvreté d'un village. Je reste toujours impassible, serrant la prédiction dans ma main, je ne sais pas lire. Sur ce, je tourne les talons et cours. Les autres, déjà anxieux, me suivent instinctivement. Les commentaires flottant au-dessus sont clairsemés, ah, avec si peu de courage, ils osent encore commettre des crimes? Je parie que cette équipe sera anéantie dès le premier donjon. Finalement, l'homme musclé aux bras couverts de tatouages s'emporte, on a tous fui, ce n'est que du bizarre? Vous avez peur, mais moi, je n'ai pas peur. Je l'appelle, tatouage, mais je ne sais pas encore quel crime il a commis. Avant, je m'arrête devant une autre tombe en terre, m'appuyant contre la stèle. Faisant semblant d'être essoufflé. Tatouage me fixe, homme, dis ton nom et le crime pour lequel tu es enfermé. J'ai vécu 3333 ans. Pour cacher mon identité, j'ai eu de nombreux noms. Mais peut-être parce que je viens de déterrer la tombe de mon ennemi d'il y a 1000 ans, je me souviens du nom que je lui avais donné, le quai. Quant à mon crime, je m'appuie sur la stèle en comptant sur mes doigts, comptons, bigamie, profanation de tombe, destruction d'antiquité, usurpation d'identité, le crime de m'être engendré moi-même. Pleurer bruyamment dans un musée et essuyer ma mort sur la vitre. Car dès que j'entre dans un musée, je lève les yeux, et hop, ma table, mon lit, ma grand-mère, mon vieux, mon pot de chambre utilisé comme vase. Et mon argent de poche accumulé de l'époque de la prospérité zangant jusqu'à la réforme et l'ouverture. Perte sèche, je paie un billet pour entrer. En somme, je paie pour entrer chez moi. Je me souviens qu'avant mes 1000 ans, je considérais l'argent comme de la boue. Quand un braqueur volait, je vidais mes poches. Quand un cambrioleur forçait la porte, j'ouvrais la serrure, impassible, je le regardais partir. Il ne manquait qu'un, revenez quand vous voulez. Mais les temps ont changé, maintenant. À 3000 ans, je suis d'une avarice révoltante. Plus les trois autres écoutent, plus leurs expressions deviennent étranges. Tatouage rit de colère et m'arrache la prédiction des mains, tu me prends pour un imbécile, bordel? Donne-moi ça. Mais à peine Tatouage a-t-il pris la prédiction qu'il pousse un cri, se tenant la tête. Sa nuque saigne, la prédiction tombe à terre, roule sur la pente. En se retournant, il voit deux personnes, un oméga en noir avec une queue de cheval haute, expression indifférente, lâchant les autres pierres qu'il tenait. Puis se baissant pour ramasser le rouleau de jade, le glissant dans sa sacoche. Derrière lui, un homme en costume noir haut de gamme. Épaules larges, taille fine, allure froide. À première vue, ces deux-là ne ressemblent pas à des criminels jetés dans un jeu d'horreur, mais à des mannequins défilant à la Fashion Week. Les commentaires flottants augmentent soudainement. C'est le frère Jian et Yushen. Je me souviens, c'est le 9e donjon de Jian, non? Un expert de haut niveau. Qu'est-ce qu'il y a dans la prédiction? Ce doit être la clé pour terminer ce donjon. La femme à queue de cheval jette un coup d'œil aux commentaires. Ne m'appelle pas frère, appelle-moi maître. Je déteste qu'on me considère comme un oméga, Jian Yi. Maître Jian est trop cool. Maître Jian est trop beau et provoque partout, fais attention à ce que Jing Yuzu ne soit pas jaloux. Effectivement, l'homme appelé Yushen devient encore plus sombre. Me lance un regard d'avertissement. Je le regarde aussi, trouvant son nom étrangement familier. Comme si je l'avais entendu quelque part. Ce lequel n'arrête pas de fixer Yushen, il en est amoureux, non? À côté de moi, grande intelligence illumine. Et se colle à Jing Yuzu avec un sourire, beau gosse, pourquoi vous n'êtes que deux? Les équipes de donjon ne sont pas toujours de 4? Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Jing Yuzu fronce les sourcils et répond froidement, c'est sale? Dégage. Le sourire de grande intelligence se fige, gêné. Jian Yi sourit légèrement. Madame, seuls les novices et les débutants font équipe. Moi, je suis très forte. On dit qu'en terminant 10 donjons, on obtient la grâce. Jian Yi sera-t-il le premier à réussir dans l'histoire? Génial. Alors cette équipe de novices peut directement s'accrocher à la cuisse et gagner, non? Première fois que je regarde un live, quelqu'un peut me dire quel crime ont commis Jian Yi et Jing Yuzu? Ils n'ont pas l'air méchants. Je me souviens, ce Jing Yuzu, je l'ai tenu dans mes bras quand il était petit. Il y a une vingtaine d'années. À l'époque, mon identité était celle de l'immortel de la montagne, Jing. La famille de Jing Yuzu était influente et riche en ville. Sa grand-mère a dépensé beaucoup d'argent pour me faire descendre de la montagne, en disant que la mère de Jing Yuzu était morte jeune.
Son père était trop occupé par le travail, et elle-même, à son âge, ne savait pas combien de temps elle pourrait encore l'accompagner. Elle m'a supplié d'examiner les traits de son petit-fils, encore au berceau. De calculer son destin. Mais à peine avais-je pris Jing Yuzu dans mes bras qu'il a eu la diarrhée. Et il n'arrêtait pas de lâcher des pets de lait, bruyants et longs. Depuis ce jour, j'ai arrêté d'être devin. Alors maintenant, en voyant Jing Yuzu devant moi, j'avais l'impression de revoir cette fois où il n'avait pas pu se retenir. Comme je le fixais sans détour. Jian Yi baissa les coins de sa bouche et dit, « Grand frère, tu as assez regardé? Certaines personnes, même si tu les regardes 100 ans, ne seront jamais à toi. Je peux effectivement regarder 100 ans, mais lui, peut-il vivre 100 ans, avec son estomac fragile ?» Voyant que mon expression ne changeait pas, Jian Yi devint encore plus méprisant. « Quoi, t'es figé de peur? J'en ai vraiment assez de vous, les fragiles aux airs innocents, qui attendez toujours qu'un alpha résolve vos problèmes. Dégage, toi, le binoclard. Qu'est-ce que vous voulez faire? Demanda-t-il, inquiet. Pendant ce temps, Jing Yuzu regardait le dos de Jian Yi, ses yeux laissant transparaître une admiration non dissimulée. Tu sais ce que c'est, creuser une tombe, prendre les objets funéraires pour les échanger contre de l'argent et des provisions. Il nous jeta un regard méprisant, à nous quatre. Et bien sûr, vous n'aurez rien du tout. Jian Yi arriva alors devant moi et dit, résigné. Grand frère, tu ne connais donc aucune règle? Avant d'ouvrir une tombe, je dois d'abord offrir un sacrifice au maître des lieux. Ne reste pas là à gêner. En l'entendant dire cela, je n'étais pas vraiment fatigué de toute façon. Je cessai donc de m'appuyer contre la stèle et me décalai d'un pas sur la droite. Jian Yi roula alors des yeux, sortit négligemment quelques papiers-monnaies. Se pencha pour les brûler, mais vit soudain inscrit sur la stèle, tombe de le quai. Tout le monde tourna les yeux vers moi. Le quai, n'est-ce pas le nom que j'ai donné tout à l'heure? Surtout l'homme au tatouage, qui venait tout juste de revenir à lui après une violente douleur à l'arrière du crâne. Il devint à nouveau tout pâle de peur. Le grand malin eut encore plus peur et s'éloigna de moi, tandis que le binoclard, tremblant, vérifia si j'avais une ombre. Est-ce qu'une entité étrange se serait déjà glissée parmi nous? Pourtant, j'étais bien vivant, et même incapable de mourir. L'expression de Jian Yi fut étrange un instant, mais il retrouva vite son calme. De quoi avoir peur? Ce ne sont que des techniques d'intimidation du donjon. On trouvera sûrement bientôt les tombes et stèles correspondant à chacun de nous. Pourtant, après avoir cherché partout, les autres tombes sauvages n'avaient pas de nom. Seule cette tombe en terre avait une stèle et des caractères gravés. Comme si cela me visait personnellement, ou plutôt comme si quelqu'un m'attendait. Et sans que je m'en rende compte, le brouillard autour de nous devenait de plus en plus épais, recouvrant la peau d'une humidité glaciale et sinistre. Jing Yuzu montra clairement son inconfort. Xiao Yitian, il va bientôt faire nuit. Trouvons d'abord un endroit où nous installer. Jian Yi acquiesça aussi et commença à descendre la montagne. L'homme au tatouage s'affola aussitôt. Une main encore sur sa nuque qui saignait, il cria « Arrêtez! Rendez-nous la prédiction, c'est nous qui l'avons trouvé en premier. » Puis il se tourna en hurlant « Binoclard! Abruti, qu'est-ce que tu attends? Nous sommes une équipe. Maintenant qu'ils veulent nous voler les indices clés, va chercher une arme. » Le binoclard, paniqué, chercha alors une pierre par terre. Jian Yi, imperturbable, lui jeta un regard nonchalant et dit « Messieurs, cette prédiction porte-t-elle votre nom? Pourquoi devrions-nous vous la rendre ?» Jian Yi ajouta « Un conseil, un grand maître comme moi, qui a déjà terminé 8 donjons, possède beaucoup d'objets. Vous feriez mieux d'être prudent et de ne pas essayer de nous les prendre par la force. » Le binoclard et l'homme au tatouage se figèrent sur place, hésitants. Mais moi, je fis un pas en avant. Pas pour une autre raison, mais parce que la prédiction portait probablement mon nom. Après tout, il y a 1000 ans, ce type avait eu le culot de voler mes vêtements. Pour se faire enterrer avec moi, en écrivant « Mon cher époux ». La suite devait être encore plus indigne. Et si cela datait d'avant mes 2000 ans, je ne m'en serais sans doute pas soucié. Plutôt que de m'impliquer dans le monde des humains, je préférais être comme un grand arbre, contemplant de près les nuages qui se déroulent. Mais à cause de cet individu sans scrupules, j'ai appris que céder un peu fait avancer l'empiètement, reculer un peu aggrave l'abus. Alors maintenant, je préfère tenir un gros bâton et le frapper jusqu'à ce qu'il court dans tous les sens. Donne-la-moi, dis-je en tendant la main. Cette chose est très dangereuse, tu n'as rien à gagner à la garder. Jian Yi me regarda avec une expression. T'as un problème dans la tête et m'ignora complètement. Sa queue de cheval haute traça un arc. Et il s'éloigna avec Jing Yuzu dans l'épais brouillard de la montagne. C'est alors que, du brouillard, parvinrent 2 voix enfantines aiguës et des bruits de clochettes. Impossible d'avancer, impossible de fuir, sur le chemin des enfers ne te retourne pas tant les mains. Nous t'offrons du poivre pour t'accompagner, herbe de l'ombre. La voix ne venait pas d'une seule direction, mais s'infiltrait dans les oreilles de tous depuis chaque recoin de la brume. L'homme au tatouage, le grand malin et le binoclard se serrèrent les uns contre les autres, terrifiés, les dents claquant, alors que le brouillard tourbillonnait. 2 petites silhouettes en émergèrent. Un garçon et une fille, tous 2 vêtus de vestes rouges festives à boutons croisés. Les cheveux en chignon, avec un point rouge vif au milieu du front, tracé au vermillon. Ils arboraient des sourires. Mais ces sourires étaient figés, leurs lèvres étirées exactement de la même manière. À première vue, on aurait dit 2 poupées porte-bonheur descendues d'une estampe de Nouvel An. Il y avait une étrangeté indescriptible. Les 2 petites mains étaient étroitement liées,
et ils levèrent la tête pour parler d'une seule voix. Grand frère, ayez pitié, pouvez-vous nous offrir une petite fleur blanche? Une petite fleur blanche. Où trouver des fleurs dans ce cimetière sauvage? Les gens regardèrent instinctivement le sol, dans les herbes folles à la limite de la visibilité. Il y avait effectivement une multitude de fleurs blanches. Alors Jian Yi cracha froidement 2 mots, non, puis. Il prit Jing Yuzu par la main, contourna les 2 enfants et s'enfonça sans se retourner dans l'épais brouillard. Mais moins de 10 secondes plus tard, le brouillard se souleva à nouveau, et Jian Yi et Jing Yuzu revinrent de la direction où ils étaient partis, le visage plein de stupeur. Jian Yi, incrédule, prit à nouveau Jing Yuzu et tenta de percer par une autre direction, mais le résultat fut exactement le même. Un cercle vicieux. Il semblait que, tant qu'il ne satisferait pas ces 2 petits démons, personne ne pourrait quitter ce charnier. La patience de Jing Yuzu, ce fils à papa, était visiblement épuisée. Il tira sur sa cravate avec agacement, ce n'est qu'une misérable fleur, non? Il suffit de la leur donner. Il marcha à grands pas vers le buisson, arracha une fleur blanche. Et la jeta aux pieds du garçon. Prends-la et fiche le camp vite fait. Le garçon éclata soudain d'un rire argentin. Il ramassa la fleur et dit, merci, grand frère. L'instant d'après. Le corps de Jing Yuzu vacilla, son visage pâlit visiblement et ses lèvres perdirent toute couleur. Quand il vit cela, Jian Yi le soutint immédiatement, une expression de peine traversant son visage. Espèce d'idiot, pourquoi agir si impulsivement, dit Jian Yi en ouvrant rapidement sa sacoche de ceinture. Il en sortit un tube en bambou, en fit tomber une pilule entièrement noire et l'avala. C'était un objet de récompense que Jian Yi avait obtenu dans le premier donjon, la pilule de prédiction. Cette pilule permettait d'anticiper partiellement les règles d'un donjon en peu de temps, un véritable super atout, mais le nombre de pilules était limité. Jian Yi a presque fini les siennes, non? Que fera-t-il après? Alors que cette pensée traversait l'esprit, Jian Yi changea soudain d'expression. J'ai compris. Nous ne pouvons pas leur donner de fleurs. Offrir une seule fleur, c'est offrir un an de sa propre vie. Le visage de Jing Yuzu devint encore plus sombre. Autrement dit, avec ce seul geste, il avait perdu un an de vie pour rien. Qui pourrait supporter ça? Le jeune homme à côté pinça soudain les lèvres, ce n'est pas juste. Le petit frère a une fleur, moi aussi je veux une fleur, grand frère. Grand frère, moi aussi je veux une fleur. Sa voix aiguë irrita Jing Yuzu au point que ses veines frontales saillirent. Il ne put retenir son pied et envoya un coup de pied au jeune homme, dégage. Le jeune homme ne l'esquiva pas, mais échangea un regard avec le garçon. Les 2 affichèrent en même temps un sourire étrange et satisfait, tandis que leurs mains liées commençaient à se desserrer lentement. Non, s'écria Jian Yi, paniqué. Il ne faut pas qu'ils lâchent leurs mains. Une fois séparés. Nous mourrons tous. Mais sous l'effet de l'élan, le pied de Jing Yuzu ne pouvait plus être retenu à temps. Le rire malicieux des 2 enfants s'étendait presque jusqu'à leurs oreilles. C'est à ce moment que j'ai directement arraché une stèle funéraire à côté et l'ai lancée sur le flanc de Jing Yuzu. Boum! Jing Yuzu fut plaqué au sol par la stèle, et son coup de pied manqua de justesse le garçon. Le danger fut temporairement écarté. Le sourire sinistre des 2 enfants disparut, et leurs mains sur le point de se séparer se rejoignirent à nouveau, même qu'elles se balancèrent légèrement. Ils semblaient très déçus. Les 3 personnes le tatouaient, le grand malin et le binoclard ouvrirent grand la bouche. Les yeux presque exorbités. Jian Yi s'exclama et courut, puis écarta la lourde stèle qui pesait sur Jing Yuzu. Elle prit dans ses bras Jing Yuzu, dont le visage était livide, leva la tête et me lança un regard haineux, bien, très bien. Je me souviendrai de toi. Sur ces mots, elle plongea la main dans sa sacoche et en sortit une clé en cuivre jaune. Elle la tourna dans le vide. En un instant, les silhouettes de Jian Yi et Jing Yuzu se déformèrent. Puis ils disparurent. Putain, ce n'est pas la clé de téléportation aléatoire? Il l'a aussi? Tu es vraiment ignare. Notre Jian Yi a été choisi comme époux par le grand boss dans le 2e donjon. Pour lui faire la cour, le boss lui a offert plein d'objets de niveau SSSSS. Quoi? Ils se sont enfuis comme ça, en laissant ce bordel? Ils sont pourtant forts, non? Qui a dit qu'un fort était obligé d'aider les faibles? Les commentaires, arrêtez d'être trop pleurnichards. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce Leke, qui semble si frêle, ait une telle force. Il est assez costaud pour fracasser quelqu'un avec une stèle. Je n'aurais jamais imaginé ça. Le quai est fini. Jian Yi a une mémoire d'éléphant. Le dernier dont il s'est souvenu, les herbes folles sur sa tombe arrivent déjà à la taille. Après le départ de Jian Yi et Jing Yuzu, l'épais brouillard autour d'eux s'épaissit encore. Les 2 enfants tournèrent lentement la tête, leurs grands yeux noirs fixant les 4 personnes restantes. C'était leur premier donjon. Eux qui n'avaient pas d'objet de survie comme Jian Yi. Pour partir, il fallait offrir une fleur, mais chaque fleur offerte coûtait un an de vie. Alors, qui pouvait savoir combien d'années il lui restait? Et si ce n'était que 10 ans, ou même un an? Le binoclard, terrifié, eut les jambes molles et se souilla. Non, non, je ne veux pas mourir. Je dois retourner voir ma femme, elle m'attend à la maison. Une odeur nauséabonde se répandit. Les enfants sourirent avec une innocence encore plus grande. Et, grand frère a honte, grand frère a honte. Mais les 2 petits démons regardèrent tout le monde, et seul mon visage ne montrait aucune peur. Le garçon se fâcha alors, c'est toi qui as volé ma fleur. Sa voix flottait, pleine de venin. La fille se joignit à lui. C'est le méchant frère aîné. C'est le méchant frère aîné. La voix du garçon devient de plus en plus aiguë. Rends-le-moi.
Donne-moi la fleur. Donne-moi la fleur. Quelle barbe. C'est pour ça que je déteste les gamins pour y gâter. Je me dirige droit vers les mauvaises herbes en bordure de mon champ de vision, cueille 5 ou 6 petites fleurs blanches d'un coup, puis me retourne pour les fourrer dans la bouche du jeune homme qui hurlait à plein poumon. Tiens, ça suffit. Quinglian est d'abord stupéfait, puis son visage s'illumine d'une joie malveillante. Il bredouille, pas assez, donne-moi des fleurs, d'accord. Je hoche la tête, retourne aux mauvaises herbes, les arrache avec les racines, et en cueille directement une dizaine. Puis je les fourre toutes dans la bouche du jeune homme. Il essaie de fermer la bouche, je la lui écarte. Tout en fourrant, je demande, ça suffit? Ça suffit? Ça suffit? En regardant le grand malin à côté, son visage est livide. Il ne peut s'empêcher de dire, tu sais bien qu'offrir une fleur, c'est offrir un an de vie, non? Il te reste assez de vie? Je ne sais pas, je réponds négligemment, continuant à arroser manuellement les fleurs du passé de la patrie. Non, mais cet homme qui s'appelle le quai, il n'a pas peur de la mort. Elle ne peut pas digérer cette situation pour l'instant. Quand il aura donné toute sa vie, il va vraiment rendre l'âme. Le prochain a échappé à la peine de mort. La joie malveillante et latente sur le visage de Quinglian se transforment peu à peu en perplexité et confusion. Il ne comprend pas pourquoi il ne meurt pas. Pourquoi peut-il donner autant de vie sans aucune inquiétude? La bouche de Quinglian est déjà pleine de fleurs, d'herbes et de boue, il roule des yeux et secoue la tête en criant. Il fait signe d'arrêter. Mais je ne fais pas attention à lui, je continue à utiliser sa bouche comme un pot de fleurs. Voyant le garçon à côté me regarder avec terreur, je lui fourre aussi une fleur dans la bouche, c'est juste une question de commodité. Et le garçon, à cause de ce geste, la fleur lui va jusqu'à la gorge. Il fait, burk, et se met à pleurer directement. Bon frère aîné, les fleurs suffisent, vraiment assez. Je veux rentrer chez moi. Je m'arrête enfin. D'accord, alors rentrons à la maison. Je dis. Le jeune garçon et l'enfant sont aussitôt comme libérés d'un grand malheur, le jeune homme en larmes tient le garçon aux joues gonflées, il s'apprête à faire demi-tour. Et moi, silencieusement, je les suis par derrière, je pose mes mains sur leurs petites épaules, et je me penche pour dire avec bienveillance. Petit frère, petit camarade, c'est votre maison, maintenant, c'est la mienne. Guidé par le jeune garçon devant, l'épais brouillard s'est beaucoup dissipé, et le contour du village en bas de la colline devient peu à peu net. On peut voir, aux 4 coins du village, 4 petites tours rondes en briques et pierres. Le grand malin, le binoclard et le tatoué suivent derrière, encore sous le choc. Ils me regardent, puis regardent les 2 jeunes garçons devant qui sont sages comme s'ils avaient changé d'âme, finalement c'est le binoclard. Qui prend son courage à 2 mains et demande, petit camarade tu as donné autant de fleurs tout à l'heure. Tu n'as pas du tout peur de perdre des années de vie, de mourir? Je hausse les épaules. N'importe quoi. Quand j'étais petit, ma grand-mère a fait appel à une immortelle pour me tirer les cartes, elle a dit que le jour de mes 80 ans, j'aurais une catastrophe amoureuse. Donc avant ça, je ne peux pas mourir. Les yeux du grand malin s'illuminent, waouh, on peut vraiment prédire ça? Petit camarade tu peux me donner les coordonnées de cette immortelle? Si on sort d'ici, je voudrais aussi aller la consulter. Je secoue la tête, laisse tomber, les superstitions tuent. Le grand malin hoche aussi la tête, docilement, tu as raison. Petit camarade tu es si jeune et si intelligent. Tu es carrément mon idole. Le binoclard et le tatoué reniflent, bah, s'il avait vraiment de si grandes capacités. Il ne se serait pas fait voler la prédiction. Ça doit être un objet clé pour passer l'épreuve. Je ne réponds pas. Parce que je sais que ce n'était pas une prédiction, c'était juste qu'il voulait me dégoûter, même s'il ne savait pas à ce moment-là que j'étais un immortel. Il a même cru à mon mensonge, pensant que je mourrais avant lui. Sur le chemin, un silence étrange enveloppe tout. Plus étrange encore, on ne voit pas un seul habitant dans tout le village. Quand notre groupe passe, les portes en bois fermées et les fenêtres en papier s'ouvrent sans bruit, laissant apparaître dans les interstices des visages d'hommes, tous sans exception maigres comme des squelettes. Au teint jaune cire. Et leurs regards sont fixés sur moi, le grand malin, et le garçon. Leurs yeux sont remplis d'engourdissement, de désir, mais absolument pas de luxure. Le tatoué en queue de fil s'en aperçoit évidemment aussi, il ajuste naturellement sa position pour nous protéger, moi et le grand malin. Enfin, le jeune garçon s'arrête devant une demeure. Briques grises, tuiles noires, porte laquée rouge, bien que cela ne cache pas les marques de l'érosion du temps, c'est déjà le clocher du village. Grince, la porte s'ouvre, nous entrons dedans. Dans la cour, Gianni et Jing Yuzu sont déjà là. Apparemment, cette clé en cuivre jaune les a téléportés directement dans cette planque. Jing Yuzu est adossé à un pilier. Son visage est toujours peu avenant, ses reins lui font manifestement encore mal. Et à la place d'honneur dans la salle principale, une vieille dame aux cheveux blancs est assise. Elle porte une robe de soie violet foncé ornée de caractères de longévité, elle tient la main de Gianni avec affection et lui parle. Les jeunes garçons qui faisaient du bruit dehors tout à l'heure, une fois entrés, deviennent très sages, ils se tiennent par la main et vont près de la vieille dame, l'appelant doucement en chœur. Aïeul. La vieille dame tourne alors lentement la tête, son regard balaie notre groupe. Quand elle me voit, cette affection s'estompe, remplacée par une condescendance méprisante. Le petit spectre Gian, c'est donc lui cet insolent qui a frappé et blessé ton compagnon? C'est vraiment un PNJ d'un donjon d'horreur?
Comment se fait-il qu'il soit si affectueux envers Jian Yan, on dirait une grand-mère protégeant son petit-fils. Ah, Seigneur Jian est vraiment un succube dans ses donjons, il plaît à tout le monde. Bien sûr, notre Seigneur Jian est le fiancé désigné du boss final, il a des liens avec les PNJ, c'est normal qu'il ait un traitement de faveur. Jian Yi leva le menton avec naturel, clairement habitué à être autant choyé et protégé par les PNJ dans chaque donjon. La vieille dame m'examina de ses yeux troubles, « Jeune homme, tu as l'air plutôt correct comme ça. Pourquoi agis-tu avec tant d'étourderie et sans manière? Où est la famille de ton mari? Comment se fait-il qu'on ne t'ait pas mieux éduqué ?» Je continuais à raconter n'importe quoi, la famille de mon mari? Divorcé 8 fois, on peut dire que c'est du Balenciaga. Les sourcils de la vieille dame se froncèrent davantage. Alors il faut trouver une bonne famille, et à l'avenir, faire des efforts pour offrir à ton mari un héritier mâle. C'est le devoir d'un oméga. Je souris soudainement, aïeul. Ce que vous dites est plein de sens. Mais je suis curieuse, de quel fils indigne êtes-vous vous-même issu? Derrière moi, le petit binoclard n'a pas pu se retenir et Harry. Le visage de la vieille dame vira d'abord au rouge, puis au gris-bleu. Après tout, j'ai vécu plus de 3000 ans, si je n'ai pas appris grand-chose d'autre. J'ai au moins appris à ne pas me laisser faire. Je dois cela à un certain individu qui ne repose même pas en paix. Les muscles du visage de la vieille dame tressaillirent plusieurs fois. Pourtant, elle réussit à afficher un sourire presque bienveillant. Tu as vraiment la langue bien pendue, mon enfant. Elle frappa dans ses mains. Esclave de pierre, à ton service. À peine eut-elle fini de parler qu'un jeune homme aux cheveux noirs, vêtu de haillons, entra par la porte. Il restait courbé, la tête baissée, ses longs cheveux cachant la moitié de son visage. Dès qu'il s'approcha, la grande intelligente poussa un cri de terreur et se recroquevilla. Mais sous les longs cheveux de l'esclave de pierre se trouvait un visage gravement brûlé, couvert de cicatrices, s'étendant du front à la mâchoire. Ses traits originaux étaient presque méconnaissables. Jian Yi, impatient, fit claquer sa langue, et, la vieille dame. Tu ne peux pas arrêter de faire ces sauts, tu nous casses les oreilles. La grande intelligente se couvrit aussitôt la bouche, n'osant plus faire de bruit. Le regard de la vieille dame envers Jian Yi devint encore plus affectueux, bien, bien, bien. Le petit spectre Jian est vraiment différent de ces garçons peureux ordinaires. Vieille femme, plus je te regarde, plus tu me plais. Pourquoi ne pas rester avec moi ce soir? Je vais dormir dans la chambre principale, tu pourras me tenir compagnie et bien discuter. Jian Yi était flattée par ses louanges. Mais elle regarda d'abord Jing Yuzu, comme pour demander son avis. Cependant, Jing Yuzu, une main sur ses reins. Les yeux rivés sur moi, à la fois plein de ressentiment et un peu songeur. Jian Yi hésita un instant, puis ressortit le tube de bambou et avala une pilule de prédiction. L'instant d'après, son expression changea légèrement. Elle adressa un sourire forcé à la vieille dame, « Merci de votre affection, aïeul. Seulement, depuis mon enfance, j'ai du mal à dormir ailleurs que dans mon lit, je suis plus habitué à dormir seul. Ah, c'est dommage. » dit la vieille dame avec regret. Ses yeux troubles se tournèrent vers moi, dans ce cas. Que ce jeune homme à la langue bien pendue dorme dans la même chambre que moi. N'accepte pas. Je fus surpris, et je regardai devant moi l'esclave de pierre qui me servait des pâtisseries. Esclave de pierre, sa voix était très basse et rauque. Comme si elle avait été brûlée par la fumée. Mais en le regardant, j'éprouvai une étrange sensation de familiarité. D'accord. Je levai les yeux et acceptai sans hésiter. La main de l'esclave de pierre marqua une pause, et les pâtisseries dans l'assiette ballottèrent. Non loin de là, Jian Yi me regardait avec une pitié digne d'un mourant. Elle se pencha immédiatement pour murmurer quelques mots à l'oreille de Jing Yuzu. Le visage de ce dernier, tordu par la douleur au rein, se détendit enfin. Et moi, je lui rendis un sourire éclatant. Après tout, je suis quelqu'un qui respecte profondément les âgés et aime les jeunes. Le ciel dehors était complètement noir. De la salle principale provenaient des rires et des conversations étouffées. C'était Jian Yi et Jing Yuzu, qui dînaient somptueusement avec la vieille dame. Quant à nous, les nouveaux venus, l'esclave de pierre nous emmena dans une pièce latérale au coin de la cour, servant de réfectoire aux domestiques. Putain, c'est censé être pour les humains, ça? Il n'y a même pas d'eau, tu veux m'étouffer, vieux? Tatouage saisit une galette de maïs. Et la cogna sur la table, produisant un bruit sourd. Il se tourna ensuite vers l'esclave de pierre. Et, le serveur, va chercher de l'eau pour moi. L'esclave de pierre fit comme s'il n'avait pas entendu. Restant courbé dans l'ombre, ses longs cheveux noirs pendant pour cacher son visage effrayant. Mais je pouvais sentir le regard sous ses mèches, se posant imperceptiblement sur moi, avec un poids difficile à décrire. Et, la grande intelligente piqua aussi la galette avec ses baguettes. Dans mon village de Shaolin, on pourrait manger des poires des champs fraîchement cueillies à cette heure-ci. Elles sont tellement juteuses. Mais à côté, le petit binoclard se mit soudain à tousser, ses lunettes glissant de son nez, révélant une paire de petits yeux anxieux. Tatouage resta interdit, puis demanda d'une voix bourrue. Village de Shaolin? Moi aussi, je suis du village de Shaolin. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? La grande intelligente resta également bouche bée. Elle observa de nouveau le tatouage, avec son visage féroce, et secoua la tête. Ça a l'air inconnu, peut-être que je sortais peu étant enfant, et je me suis marié tôt après. Je me suis marié au bourg à 16 ans, et je ne suis plus jamais vraiment revenu. Se marier à 16 ans, c'est possible? Dans les régions montagneuses, on dirait que oui. Marié tôt pour une dot,
on peut ne pas enregistrer le mariage tout de suite. Attends. Je me souviens, ce type a tué son mari, l'a démembré et l'a mis en soupe. Putain, quel pervers. Avec cette allure fragile, on ne devinerait jamais. Vraiment, le plus venin c'est la femme. Grand intelligent a levé les yeux vers les commentaires et a immédiatement baissé la tête profondément. Pendant ce temps, Tatouage a remarqué l'anomalie de Petite Lunette, et, toi, tu fais le sournois. Serais-tu aussi du village de Shaolin? Petite Lunette, tremblant de peur, non, non. Je ne suis pas du village de Shaolin, je suis du bureau de revitalisation du village de Shaolin. Je me suis soudain rappelé de son accusation. C'était pour corruption. Il avait détourné les fonds de lutte contre la pauvreté du village de Shaolin. Un meurtrier du village de Shaolin. Un voyou du village de Shaolin, un cadre de village qui a détourné les fonds. Donc, en entrant dans ce jeu d'horreur, ils ont été affectés dans la même équipe. Si c'est comme ça, le quai est aussi du village de Shaolin? J'ai oublié. Après plus de 3000 ans, les noms de lieux changent souvent. Je ne retiens pas grand-chose délibérément. Parfois, en me souvenant, j'ai l'impression que c'est une autre personne qui a agi. Par exemple, il y a plus de 1000 ans, je ne me serais jamais assis au milieu de ces trois bruyants pour manger cette boulette, et je n'aurais jamais écouté un seul mot vulgaire de ces mortels. Je serais parti directement sans me soucier des humeurs ou des expressions de quiconque. Froid, distant, plein de moi-même. Alors, quand ai-je commencé à changer? Merde, c'est donc toi le corrompu. De l'autre côté, Tatouage a failli renverser la table, c'est toi qui as volé l'argent des villageois. Je vais te défoncer. Petite Lunette, terrifié, s'est couvert la tête, non, non. Non, je suis un bouc émissaire. Le point de Tatouage s'est arrêté à un cheveu. Petite Lunette, tremblant, a dit, j'ai enfin réussi le concours et j'ai été affecté comme cadre dans une région montagneuse. Ma femme est aussi mon amour d'enfance, elle m'a accompagné pour souffrir dans la montagne. J'avais juré à ce moment-là de lui offrir une vie meilleure. Plus tard, mon supérieur a fait des magouilles avec une entreprise, pris des pots de vin, et s'est fait prendre. Il m'a convoqué en privé, disant que si je prenais la responsabilité, il donnerait une grosse somme à ma femme. Et qu'il verserait une allocation mensuelle. À ce moment-là, je me suis dit, quelques années de prison pour que ma femme soit à l'abri du besoin. Ça en valait la peine, alors j'ai accepté. Mais un mois avant d'être enfermé dans cet endroit maudit, ma femme est venue me voir en prison. Elle a dit que l'allocation était arrêtée depuis longtemps. Puis ce supérieur a envoyé quelqu'un me demander de prendre un autre crime passible de mort. Il disait que si je mourais, il promettait de verser tout l'argent manquant, et d'en ajouter encore. Mais je ne veux pas mourir, je ne veux vraiment pas. Ma femme me manque tellement. Je veux rentrer chez moi. Petite Lunette s'est recroquevillée, les épaules secouées. Tatouage a baissé son poing en silence, a attrapé la boulette dure comme une pierre. Et l'a mordu violemment. Grand intelligent, l'air perdu, regardait Petite Lunette comme un extraterrestre. Et ce passé minuscule comme une poussière, je l'ai pourtant écouté attentivement. Juste à ce moment, Jianyi et Jing Yuzu sont entrés de l'extérieur. Imprégnés des odeurs de vin et de plats du banquet, en complet décalage avec la misère de la pièce. Jing Yuzu a parcouru la pièce d'un air nonchalant. Fixant enfin Petite Lunette qui sanglotait, c'est un groupe de soutien pour les perdants ici? J'espère ne pas vous déranger. Pleurez dans vos bras. Et ferme ta gueule sale. Tatouage a frappé la table en se levant. Les yeux pleins de colère, je te le dis, dehors tu es peut-être un fils à papa. Mais ici tu n'es qu'un prisonnier comme nous. On est tous pareils. Le visage de Jing Yuzu s'est assombri. Ne te compare pas à des débutants comme vous. D'ailleurs, j'ai dit quelque chose de faux? Sa femme n'a-t-elle pas obtenu des avantages? Être ingrat après avoir eu la chance. Vous, les pauvres, êtes toujours insatiables. Tatouage, la poitrine gonflée de rage, ne trouvait rien à répondre. Dès que Jing Yuzu était entré, le visage de grande intelligence était illuminé, ses yeux collés à lui. Voyant cela, Jianyi s'est immédiatement agacée. Elle a ricané, les commentaires disent que cette dame de votre équipe a découpé son mari. Et l'a mis en soupe. Vous osez vraiment manger à côté d'elle? Petite Lunette a sursauté. Tatouage a changé de couleur, réprimant une nausée. Le dégoût de Jing Yuzu était encore plus évident. Il a reculé d'un pas, comme s'il craignait d'être souillé en restant une seconde de plus. Ce recul a brisé le moral de grand intelligent. Son visage a perdu toute couleur, non. Je n'ai pas bu la soupe, je l'ai jetée. Chaque criminel qui entre dans ce jeu d'horreur se déclare innocent. Quelqu'un qui tue son conjoint, tu crois que tes paroles seront crues? Arrête de laver, c'est vraiment dégoûtant. Regarde ses commentaires. Grand malin marmonna en baissant la tête, sans plus rien dire. Vivre sous le regard des autres, c'est mourir dans leur bouche. En disant cela, je posai mes baguettes. Grand malin releva enfin la tête, me regardant avec surprise. Ses lèvres remuèrent plusieurs fois, comme s'il voulait dire quelque chose, mais depuis tout ce temps, personne n'avait jamais voulu l'écouter. Finalement, il réussit à articuler d'une voix sèche, il me bat toujours. Il pense que je le trompe dehors, les voisins disent même que je le fais cocu, que mon fils n'est pas de lui. Et alors? Tout a une raison. Jianyi ricana froidement en l'interrompant. Tu devrais d'abord réfléchir à ce que tu as fait de mal. Sinon, pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à toi sans raison? Et ton mari, sans preuve, comment pourrait-il? Astérisque claque astérisque. Un bruit sec de gifle retentit dans toute la pièce. Tout le monde resta figé. Jianyi,
la main sur la joue, écarquilla les yeux. Le regard rempli de choc et d'humiliation. Quant à moi, je secouai ma main légèrement engourdie. Maintenant, tu peux réfléchir à ce que tu as fait de mal. Tu oses me frapper? Jian Yi finit par réagir. Elle poussa un cri perçant et leva la main pour riposter. À cet instant, Chinu, qui était restée silencieuse dans l'ombre, bougea soudain. Elle portait un plat de nourriture pour chien à l'odeur étrange et passa près de Jian Yi. Puis son pied sembla heurter quelque chose, et tout le plat se renversa exactement sur les vêtements de Jian Yi. Ah! Jian Yi faillit devenir folle de rage. Salope d'esclave! Je vais te tuer, bordel! Elle attrapa Chinu par les cheveux. Lui écrasa violemment la tête contre le sol, puis se mit à lui donner des coups de pied. Chinu se recroquevilla par terre. Laissant échapper un gémissement de douleur, ses longs cheveux en désordre cachant son visage, impossible à lire. Bon, ça suffit. Arrêtez tout. Une voix autoritaire retentit depuis l'entrée. La vieille dame se tenait là, appuyée sur sa canne, sans qu'on sache quand elle était arrivée. Elle tapota d'abord l'épaule de Jian Yi pour la calmer, puis appela dehors. 2 hommes au visage émacié entrèrent aussitôt. Et traînèrent Chinu hors de la pièce comme un chien mort. Au moment où Chinu était emmené, je sentis distinctement un doigt glacé. Effleurer rapidement le bas de mon pantalon. Le regard de la vieille dame se tourna ensuite vers moi. Sous la lumière vacillante des bougies, son sourire bienveillant sur son visage ridé paraissait étrangement sinistre. Il se fait tard, monsieur le quai. Souviens-toi de ce que tu m'as promis, à moi, la vieille. Viens dans ma chambre tout à l'heure. Sa voix marqua une pause, et son sourire disparut soudainement. Ses yeux troubles laissaient filtrer une lueur froide. N'oublie pas, tu m'as déjà donné ta parole. Si tu ne viens pas, tu mourras. Le garçon et la fille, se tenant par la main, avançaient en tenant une lanterne à la lueur jaunâtre pour guider le chemin. En marchant, j'entendis soudain des bruits de coups de planche et des gémissements. Je me dirigeai vers la source du son. En voyant cela, le garçon s'affola. Mon grand frère, tu ne peux pas y aller, là-bas. C'est l'endroit effrayant où on enferme ceux qui ont fauté, c'est très sale. En même temps, le brouillard commença à se répandre autour, comme pour préparer un mur de fantômes. Mais je me contentais de jeter un coup d'œil oblique aux 2 enfants. Aussitôt, le brouillard environnant se dissipa. La voix du garçon devint aussi faible qu'un moustique. Mon grand frère, on t'attend ici, mais dépêche-toi. Si l'ancêtre se fâche, ce sera terrible. Je ne les regardai plus et tournai directement au coin du couloir couvert, vers la source du bruit. C'était une vieille cabane à bois. Devant la porte, sur un petit terrain, une bougie vacillante éclairait une zone réduite. 2 serviteurs au visage émacié se trouvaient à l'intérieur, brandissant mécaniquement des planches, astérisque poum 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 astérisque. Ces mèches noires ressemblaient à de l'encre coulant dans la pénombre, seuls ses yeux, trempés de larmes de douleur, brillaient comme des gemmes pures. Je regardai un moment. Sous la lumière de la bougie, du sang commençait à suinter sur son dos, trempant ses vêtements usés. À cet instant, je me tenais dans la zone éclairée. Je laissai échapper ce nom enfoui au plus profond de ma mémoire, si lointain qu'il en devenait presque flou. Les 2 serviteurs brandissant leurs planches ne marquèrent aucune pause, continuant à exécuter leurs ordres avec indifférence. La personne au sol ne réagit pas non plus, simplement, à chaque coup. Les soubresauts de son corps diminuaient. Sous ses cheveux en désordre, des yeux trempés de larmes de douleur. Ses pupilles dilatées n'exprimaient plus que le vide. Je m'avançai d'un pas, m'accroupis pour le regarder. Feng Qishi, je sais que c'est toi. Cette fois, son corps allongé par terre se tendit légèrement. Les serviteurs, trouvant qu'il n'était pas assez docile, accentuèrent soudain leur force, abattant une planche de toute leur force. Il émit un gémissement de douleur extrême, tourna la tête sur le côté, et ne bougea plus. Ah! Il s'est évanoui. Je dis cela comme pour moi-même. Alors, rester ici ne sert à rien. Autant aller d'abord voir la vieille dame. Mais à peine m'étais-je retourné qu'une voix masculine rauque s'éleva derrière moi. Fais comme tu veux. Si tu ne veux pas me sauver, laisse-moi ici, à attendre la mort. Abandonne-moi, jette-moi, jette aussi ton amour, ta conscience, ta bonté. C'est du chantage moral? On dirait plutôt que tu joues les victimes, que tu fais pitié. Tu veux qu'on te caresse? Comment se fait-il que ce dialogue? Est-ce qu'il connaissait le quai avant? Est-ce que cela avait déclenché une quête secondaire spéciale pour un PNJ? Mais l'instant d'après, une ombre cingla le vide. Brisant d'un coup les commentaires flottants, le monde devint soudain silencieux, toutes les curiosités et discussions disparurent. Maintenant, personne ne peut nous voir. Je m'arrêtai, et c'était bien lui, ce type. Mais maintenant, il ne semblait plus être un vivant. Alors, peux-tu me dire, les quais, pourquoi es-tu encore en vie? Je pouvais ressentir un froid glacial et mordant, s'infiltrant peu à peu par derrière. Tu ne m'avais pas dit à l'époque que tu étais tellement en colère contre moi que tes organes s'étaient déplacés, que tu étais tombé gravement malade, et que tu allais partir loin pour mourir en paix? Pourquoi n'es-tu pas mort? Je restai immobile, longtemps avant d'ouvrir la bouche. J'avais mes difficultés à l'époque. Derrière moi, un rire s'éleva immédiatement, et la sensation glaciale se resserra. Comme si une ombre humide recouvrait mon dos. Quelle difficulté pouvais-tu avoir à l'époque? À part profiter des plaisirs frivoles. Tu ne pensais qu'à me tourmenter jusqu'à la mort. Si j'avais su que ce serait notre dernière rencontre, j'aurais dû te gifler à mort. Et je me retournai pour regarder ses yeux innocents, candides, mais aussi agressifs et envahissants,
où le désir et le feu brûlaient jusqu'aux sourcils. Me souriant, exactement comme il y a 1000 ans. Les blessures sur son corps avaient cessé de saigner. Son dos nu luisait d'une pâleur inhumaine sous le clair de lune. C'est pour ça que tu voulais être enterré avec moi? Pour salir ma réputation même après ma mort? Feng-Kishi resta interdit, l'intense froid oppressant se dissipa en grande partie. Son regard vacilla un instant. Le contour caché dans l'ombre sembla s'adoucir, sa voix devint plus vague. Tu as trouvé cette tombe? As-tu vu les prédictions à l'intérieur? Demandai-je sérieusement. Non, trop de caractère. Je ne voulais pas les lire, je les ai balancés comme un boulet de canon. Feng-Kishi. Il resta comme étranglé, incapable de parler pendant un long moment. Finalement, il sortit complètement de l'ombre. Son visage, autrefois brûlé, se mit à onduler et à se remodeler dans le jeu des ombres et de la lumière, comme une statue de cire fondue. Jusqu'à retrouver l'apparence familière du cercueil et de mon souvenir, avec cette courbe naturelle des lèvres légèrement ironiques et désinvoltes. Sourcils et yeux élégants, une once de malice, mais ses pupilles noires étaient toujours humides. Me fixant droit dans les yeux, quand il ne ruminait pas de mauvaises idées, il ressemblait vraiment à un petit chien mendiant de la nourriture. La seule différence était que ses cheveux, d'un noir profond, n'étaient plus à la hauteur des épaules, mais poussaient de manière démente. S'étirant en sinuant sur le sol, leur extrémité se perdant dans l'obscurité plus profonde sous l'abri de bois, tel un fleuve du désert en mouvement. Le reliant complètement aux ombres de ce monde. Alors, Lekkai, pourquoi es-tu encore en vie? Et pourquoi es-tu ici? Lui demandai-je en retour. Et toi, es-tu encore vivant? Pourquoi es-tu ici? Feng-Kishi ricana. Cette familiarité agaçante était de retour. Je le savais, même si nous avons divorcé il y a 1000 ans. Tu tiens toujours à moi. Je parie qu'après ta fuite à l'époque, chaque fois qu'un de nos morts apparaissait, tu te renseignais partout pour savoir si cette personne était mon père. Je réalisais soudain que si j'aimais tant dire n'importe quoi aujourd'hui, c'était en grande partie à cause de ce type. Pas seulement mon baratin, mais aussi mon avarice, mes commérages. Tant de mes aspects humains avaient été provoqués par ce type. Comme s'il avait deviné mes pensées, le regard de Feng-Kishi s'assombrit légèrement. Tu sais, Lekkai, 1000 ans sans se voir, je trouve que tu as beaucoup changé. Tu es devenu encore plus détestable. Je haussai un sourcil. Pourquoi? Je pensais sincèrement être devenu plus accommodant et sympathique. Plus agréable. Le regard de Feng-Kishi se perdit au loin. Je me souviens quand je t'ai rencontré. À l'époque, tu ressemblais à une montagne vert froid enveloppée de brume, tu ne souriais jamais à personne. Tu n'avais personne dans les yeux. Tu pouvais donner la perle de nuit du duc d'Ango à un chien de garde pour jouet. Et regarder froidement quelqu'un qui venait de te sauver la vie mourir sous les coups des rebelles, en continuant ton chemin sur cette boue de chair. Et face à mes nombreuses offenses et provocations, la phrase que tu me disais le plus était « Ne te mets pas en travers de mon chemin ». Alors oui, à l'époque, je te haïssais vraiment. Je haïssais ton sang-froid, ton manque de compassion, le fait que tu ne ressemblais pas du tout à un humain. Il fit un pas en avant, les cheveux noirs éparpillés sur le sol suivirent le mouvement, se rassemblant vers lui comme une marée descendante. Puis se déployant à nouveau comme une marée montante, menaçant de submerger toute la cour. Mais maintenant, pour un coéquipier lâche. Tu as giflé un autre homme et prononcé des paroles si impressionnantes en public. Cela me rend, Feng-Kishi, sombre et grinçant des dents. Je te hais encore plus. À force de haïr, c'est toujours toi que je hais, tu ne m'aimes pas. Ce commentaire, jailli de nulle part, résonna étrangement dans l'air silencieux. Feng-Kishi. L'instant d'après, une ombre noire jaillit des mèches de cheveux à ses pieds, brisant ce poisson ayant échappé au filet. Feng-Kishi toussa, détourna le regard. La barrière d'isolement nécessite de la concentration. Ma présence ici te gêne-t-elle pour te concentrer? Demandai-je, la tête penchée. Feng-Kishi resta figé, me fixa, puis son visage devint complètement rouge. Sais-tu ce que tu dis? La vérité, des paroles déplaisantes. Pourquoi te fâcher sans raison? Je baissai les yeux et pinçai les lèvres. Dans cet endroit sinistre et étrange, son apparence mi-morte mi-vivante de fantôme. Et ces vieilles rancunes qui s'entremêlent, tout cela me cause une irritation sourde. Je n'ai pas le temps de jouer à ces petits jeux ici. C'est un jeu qui m'a lassé il y a 1000 ans déjà. J'ai compris maintenant, mon changement a d'innombrables causes. Peut-être que son ombre y est pour quelque chose, mais en fin de compte, c'est le temps accumulé qui a provoqué une mutation qualitative, et lui se trouvait simplement au point de bascule où ce changement a commencé, rien de plus. Ne pas répondre à ma question. Je m'en vais. En disant cela, je ne le regarde plus et tourne les talons. Lekkai, et ce cri presque triste me fait marquer une pause. Je me retourne pour le fixer. Je vois que je t'ai encore fâché, même si l'idée d'être étranglé par toi semble assez tentante, tu as clairement d'autres plans pour cette nuit, alors ce n'est pas grave. Vas-y, j'ai tout le temps maintenant. En entrant dans la chambre de la vieille femme, le mobilier est simple et ancien. À la lueur vacillante d'une bougie, une silhouette âgée est assise au bord du lit, tête baissée. Aide-moi à apporter le chandelier. Mes yeux sont vieux, je n'y vois pas la nuit. Il ne lève pas la tête? Sa voix flotte dans le silence de la pièce. Sans un mot, je m'approche. Je prends la lampe graisseuse pour l'éclairer. Merci, mon garçon, sa voix semble plus aimable qu'avant. Vieille femme, je le sens bien, tu es en fait un bon jeune homme. Pas comme le gamin ramassé, qui est polluant, mais qui, au fond, est plein de calcul et de mépris. Toi,
tu es différent. Malgré ta langue acérée, tu as un cœur chaleureux. Je ne prête pas attention à ces flatteries et vais droit au but, que s'est-il passé dans ce village? Pourquoi n'y a-t-il personne dehors? La main de la vieille femme qui brode s'arrête un instant, comme surprise par ma franchise. Après un nouveau silence, elle laisse échapper un long soupir, hélas, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie ici depuis plus de 6 mois. Tout en continuant à enfiler son aiguille, elle explique lentement, les secours du gouvernement impérial sont arrivés. Mais ces maudits fonctionnaires corrompus en ont caché et gaspillé la plus grande partie. La vie est devenue impossible. Je fronce légèrement les sourcils, ne voyant pas le rapport avec ma question. Et ensuite? La vieille femme esquisse alors un sourire sinistre à la lueur de la bougie, ensuite. Les villageois n'ont eu d'autre choix que de trouver leur propre solution, prier les dieux, offrir des sacrifices. Implorer le ciel d'ouvrir les yeux et d'envoyer la pluie. Et les offrandes pour ces sacrifices. Sa main tremble, la pointe de l'aiguille s'enfonce profondément dans son doigt, une goutte de sang vermeil perle sur le fil. Comme un vaisseau sanguin qui s'étire. Sont des jeunes hommes vivants. À cette réponse. Je ne suis pas surpris. En plus de 3000 ans, j'ai vu trop souvent cette folie et cette cruauté née du désespoir. Les faibles s'en prennent aux plus faibles, c'est toujours le côté le plus laid et le plus vrai de la nature humaine. La vieille femme brode de plus en plus vite, ses poings se resserrent. Tant que l'on sacrifie, il pleut. Et la sécheresse prend fin. Ainsi, notre région a eu un climat favorable pendant plus de 10 ans. Chaque foyer a prospéré. Mais juste au moment où tout le monde commençait à oublier cette grande sécheresse, elle est revenue. Dans mon esprit, surgit l'image des 4 tours de pierre ronde aperçues sur la colline, froide et sinistre. Imprégnées d'un présage funeste. Parce qu'il n'y avait plus de garçons, ces tours, chaque famille voulait un fils pour perpétuer la lignée. S'ils avaient un garçon mais ne voulaient pas l'élever, ils le jetaient directement dans cette tour, génération après génération. Alors quand la sécheresse a frappé à nouveau, ils ont voulu utiliser la vieille méthode qui avait toujours marché pour invoquer la pluie, et ils ont découvert avec effroi qu'il n'y avait dans le village que des jeunes hommes. Plus d'enfants mâles. Le ciel est impitoyable. Depuis lors, il n'est vraiment plus tombé une seule goutte. La vieille femme lève soudain la tête, me fixant intensément. Ses pupilles noires complètement dilatées. Ainsi, chaque personne qui entre dans ce village est une offrande vivante pour nous. Au moment où elle achève sa phrase, je ressens soudain une douleur lancinante sur tout le corps. Je baisse les yeux. Les fils rouges sombres qu'elle a brodés, je ne sais quand, ont rampé comme des vers vivants depuis les manches. Longeant mes chevilles, mes mollets, mes bras, puis s'enfoncent un à un dans ma peau comme des crocs de serpent. Dense, pénétrant partout. Devant moi, la vieille femme. Son corps entier se gonfle et se tord dans la lumière vacillante, sa peau coule comme de la cire fondue, révélant une apparence horrible de chair et de sang. Et l'offrande vivante de cette nuit, c'est toi. Ta chair, tes os. Ton âme se transformeront en pluie bienfaisante pour irriguer cette terre aride. Un rire strident résonne dans la pièce. Perçant mes tympans. Je regarde ce qui est devenu cette créature monstrueuse et pousse soudain un soupir. Son rire cesse brusquement, comme si elle ne comprenait pas pourquoi, en un tel moment, je reste si calme. Mais elle voit ma main tenant la langue penchée, de la graisse brûlante goutte sur mon bras. La peau et les fils de sang roussi dégagent une odeur âcre. Pour un humain ordinaire. C'était peut-être une douleur insupportable, mais pour une personne ordinaire, du sein doux brûlant. Coulant le long de mon bras, il brûlait un à un les fils rouges qui me ligotaient. Je bougeais un peu. D'une main libérée, je sortis quelque chose de derrière mon dos, la tablette ancestrale que j'avais prise en passant dans leur temple familial. À ce moment, le bas de la tablette était taillé en une pointe extrêmement acérée, luisant d'un éclat froid sous la lueur des bougies. Je l'avais dit. Je suis quelqu'un qui respecte profondément les aînés et aime les jeunes. Je visais cette masse de chair pourrie qui palpitait et gonflait, et je souris d'un air féroce. Mais pour moi, tu n'es ni vieux ni jeune. Le lendemain matin. Quand je poussais la porte en m'étirant, les commentaires qui avaient été bloqués déferlèrent comme un raz-de-marée. Le signal était enfin revenu. Que s'est-il passé? L'écran était noir toute la nuit, et... La salle de diffusion en direct est revenue? Un bug du système? On dirait qu'on a raté un épisode entier. Que s'est-il passé avec les cas et ce PNJ étrange? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je regarde ce stream depuis le début et je n'ai jamais subi une telle humiliation. Devant la porte, prêts à voir du spectacle, Jianyi et Jing Yuzu virent leur sourire se figer. Leurs yeux passèrent au-dessus de moi. Vers la pièce derrière moi. Leurs expressions figées se transformèrent rapidement en effroi et incrédulité. Où est la vieille dame? Pourquoi seulement les cas est sorti? Ne me dis pas que cette flaque de sang par terre, portant des vêtements avec des caractères de longévité. C'est la vieille dame. Et cette tablette écorchée par terre. Attends, laisse-moi réfléchir. Donc Leka a tué la vieille dame avec la tablette ancestrale de sa famille. Ce type est trop violent, non? C'est lui le véritable monstre, bordel. Derrière eux, les garçons et filles en tenue d'enfant virent leur ancêtre liquide. Leurs petites bouches se tordirent, prêts à éclater en sanglots, mais un regard de ma part. Les deux petits fantômes n'osèrent plus bouger. Ne regardez pas, ce n'est plus votre grand-mère. Dis-je calmement. Maintenant vous êtes libre. Il ne vous gardera plus comme offrande de réserve. Allez jouer ailleurs. Les deux enfants me regardèrent d'abord fixement, puis ils lâchèrent prudemment leurs mains. Ils s'enfuirent ensemble. C'est impossible. Les règles disent clairement que quiconque passe la nuit dans la chambre de la grand-mère ancestrale doit mourir. Comment as-tu fait? Jianyi, incrédule,
parut soudain se rappeler quelque chose. Est-ce que c'est le PNJ appelé Chinu d'hier? Est-ce qu'il t'a aidé à tricher? Il comprit d'un coup. Pas étonnant que j'ai repéré ce chien fidèle hier soir, il était délibérément là pour te défendre. Comment l'as-tu séduit, Leka? Mais tu dois tout aux alphas, tu n'as pas honte? Je penchai légèrement la tête, hein? Je me suis soudainement rappelé de Liu Yuxi. Jian y resta interdit, ne comprenant pas. Je soupirai. Je veux aller dans son endroit sans bruit de cordes et de bambou pour me calmer quelques jours. Ici, il y a trop de cordes et de bambou. Un rire étouffé éclata. Je me retournai, c'était le petit aux lunettes. Il ajusta nerveusement ses lunettes sur son nez. Parfois, quand on est trop cultivé, le seuil du rire devient très bas. Le tatoué qui nous suivait avait aussi une expression complexe. Putain, c'est trop dégoûtant. Mais pourquoi, maintenant que la vieille est morte, ce donjon n'est-il pas terminé? Là, tu poses la bonne question. Je regardais Jian Yi et Jing Yuzu, quelles étaient les conditions de victoire de vos 8 précédents donjons? Jian Yi croisa les bras et ricana, tu crois que je vais te le dire? Tu es le petit boss spécifique du donjon. Ou accomplir le souhait d'un personnage clé, dit clairement Jing Yuzu. Jian Yi tourna brusquement la tête vers elle. Elle décroisa les bras, Yuzu, pourquoi tu racontes ça à cet homme? Jing Yuzu évita le regard de Jian Yi. Je veux simplement terminer 10 donjons le plus vite possible pour retourner dans le monde réel, puisqu'il a déjà montré sa force. Peut-être qu'on peut coopérer avec lui. Coopérer avec lui? Jian Yi rit de colère. Il me montra du doigt, dans les 8 premiers donjons, c'est toujours moi qui t'ai porté. Sans moi, tu serais mort depuis longtemps. Et maintenant tu veux recruter un homme que tu viens de rencontrer? Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est grâce à toi ». J'ai aussi contribué, d'accord? Le visage de Jing Yuzu se décomposa un peu. Il me jeta un coup d'œil rapide et marmonna. D'ailleurs, j'ai fait un rêve cette nuit. Je rêvais qu'elle me tenait. Bref, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue il y a longtemps. Je haussai un sourcil. Ce type se souvenait. Jian y eut soudain une expression de trahison. Elle me lança un regard furieux, tu es content maintenant, Leka? C'est ça, ton talent. Séduire tout le monde et les faire s'attaquer à moi. Dans un coin, Da Kongming ne put s'empêcher de murmurer, il n'a rien fait, il n'a séduit personne. Tais-toi. Vous les Oméga, tous des bons à rien. Jian y recula soudain d'un pas, puis sortit de sa ceinture la clé en laiton. Bien, bien, bande d'ingrats. Vous allez voir. Jing Yuzu. C'est pour toi que j'ai refusé la demande en mariage du grand boss. Tu m'as trahi. Les yeux de Jian y rougirent. Il tourna brusquement la clé dans le vide, quand je reviendrai, avec ma couronne de phénix et ma robe de mariée. Avec un cortège de 10 miles de rouge, ce sera aussi le jour de votre enterrement. Puis l'air se tordit. Jian Yi disparut sur place. Un silence de mort. Où va-t-il aller? Le binoclard regarda Jing Yuzu, demandant avec inquiétude, Jing Yuzu. Tu me demandes? Je demande à qui? Putain. Maintenant, on est dans le pétrin. S'il retrouve vraiment ce gros sac pour se venger. Alors, quel crime as-tu commis, toi et Jian Yi? Pour être enfermé ici? Je te demande? Ça te regarde? Jing Yuzu allait dire. Ça te regarde pas. Mais croisant mon regard, il avala de force les 2 derniers mots. J'ai fait du rodéo nocturne et j'ai écrasé quelqu'un, marmonna Jing Yuzu, Jian Yi. Il dit qu'il a été piégé. Il a monté une boîte avec son pote, un projet de développement intégré de lutte contre la pauvreté écologique. Il était le représentant légal, et ma famille aussi avait investi. Mais son pote a falsifié des documents, gonflé le volume des travaux, puis a pris la fuite à l'étranger avec l'argent, laissant Jian Yi seul. Assumer les charges. Le tatoué resta interdit. Attends, ce ne serait pas le parc agroécologique du village de Shaolin? Jing Yuzu fut aussi surpris. Comment tu sais ça? Parce que je bossais sur ce chantier, dit le tatoué d'un ton féroce. On a trimé pendant des mois, sans toucher un centime. Mon pote n'a pas tenu le coup. Il a même bu du pesticide. Le jour même, le contremaître a posté sur ses réseaux qu'il avait acheté une nouvelle voiture à son fils. Et qu'il allait faire du rodéo avec ses potes. Alors le lendemain, j'ai pris une brique et je lui ai fracassé le crâne. Jing Yuzu ne put s'empêcher de frissonner, son visage devenant encore plus pâle. Voyant l'atmosphère devenir de plus en plus tendue. Da Kongming s'interposa rapidement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on attend que ce puissant Jian revienne. Alors n'attendons pas, tout le monde tourna la tête, Feng Qishi était appuyé contre un pilier, on ne savait depuis quand. Il s'avança, mais sembla projeter encore plus d'ombre, dévorant la lumière alentour. Je ferai l'infiltrer, je vous emmènerai le trouver. Plutôt que d'attendre passivement, mieux vaut prendre les devants. Feng Qishi donna à tous un jour de préparation. Pour faire face à l'éventuel mariage sanglant. Mais pour ma longue vie, un jour équivalait presque à rien. Alors je me contentais de trouver une marche assez propre pour m'asseoir, le menton dans la main, repensant à mon passé avec Feng Qishi. Feng Qishi était autrefois un prince qu'aucune chronique, même officieuse, ne daignait mentionner au nez d'une faveur accordée à un homme de maison close lors d'une sortie incognito. Plus tard, bien qu'il fût ramené au palais et élevé auprès de l'empereur, il restait un être gênant, ni inscrit dans le registre impérial ni reconnu. Sans nom légitime. Aussi disait-on au palais qu'il avait un tempérament capricieux et un cœur profond. On se moquait de lui, disant que sa vie était plus vile que l'herbe, mais ses ambitions plus hautes que le ciel. Et moi, à l'époque, quel était mon statut? À quoi pensais-je? Feng Qishi s'approcha,
je ne levai même pas les paupières, laissant échapper un seul mot, Emash. Alors la silhouette à côté de moi recula brusquement, puis revint avec un petit tabouret pour s'asseoir. Il s'assit très droit. Ses yeux noirs brillants fixés sur moi, j'ai déjà chassé toutes ces mouches qui bourdonnent là-haut. Se disant, à quoi pensais-je? Combien de temps pouvait durer cette pensée? Je daignai enfin lever les yeux vers lui, puis rouler des yeux. Il ne se fâcha pas, se contenta de me regarder avec mon air dédaigneux, puis se mit à rire. Ce sourire était pur et sincère, comme celui du jeune homme qui se cachait derrière les colonnes pour m'observer il y a 1000 ans. Et moi, regardant ses yeux identiques à ceux d'il y a 1000 ans, je marquai une pause. Feng Qishi, en fait, je suis un immortel. Ni vieux ni mort, sans commencement ni fin. Feng Qishi eut un léger figement de sourire, puis s'épanouit plus profondément avec soulagement, je sais. Maintenant, même si tu ne le dis pas. J'ai pu le deviner. Car depuis ta dernière fausse mort et ta fuite, plus de 1000 ans ont passé. Chez d'autres, l'herbe sur les tombes aurait changé des centaines de fois. Et toi? Demandai-je en retour, mon regard tombant sur ses longs cheveux noirs qui se fondaient dans ses vêtements. Que es-tu maintenant? Même si j'avais déjà une réponse floue, il changea soudainement de sujet. Le quai, tu te souviens du jour de notre première rencontre? Je réfléchis, puis acquiesçai en suivant son fil. Feng Qishi plissa légèrement les yeux, se remémorant, ce jour-là, mon père, l'empereur de l'époque, sortit pour une promenade printanière. Le paysage était magnifique, l'empereur était ravi, et ordonna aux ministres et aux princes de composer des poèmes. Alors chacun écrivit sur du papier, signa son nom, pour finalement en avoir plus de 100. Puis l'empereur demanda à son serviteur le plus estimé d'évaluer ses poèmes et de choisir le meilleur. Il monta sur le pavillon coloré construit au bord de l'eau, tandis que les ministres et les princes s'assemblaient en bas, tendant le cou pour voir. La scène était plus tendue que la proclamation des résultats des examens impériaux. Et lui, parcourant un à un les poèmes, le visage froid, l'air détaché. Ceux qui ne lui plaisaient pas, il les jetait négligemment du haut du pavillon. Tous, moi compris, avions le cœur au bord des lèvres. En nous-mêmes, nous ne cessions de prier, que ce ne soit pas le mien qu'il jette, quelle honte! Les œuvres des grands lettrés les plus célèbres de l'époque n'étaient dans ses mains que des papillons s'envolant vers le bas. Une à une, elles furent jetées, et il ne lui en resta qu'une seule. Et au dos de celle-ci, j'avais fait une marque à l'encre, c'était la mienne. Tenant ce poème, il parcourut du regard la foule en bas. Croisa mes yeux. À cet instant, mon cœur battait à tout rompre. Si vite que j'étouffais. Pourtant, je ne pouvais détourner le regard. Et celui, c'était moi. Je regardais Feng, mais en réalité, ses yeux débordaient d'une lueur plus complexe et plus ardente qu'il y a 1000 ans. À ce moment-là, je me suis dit que si j'étais toi, je ne descendrais jamais de ce pavillon coloré. Quelle gloire, quel éclat, puis l'instant d'après, tu as jeté mon texte par la fenêtre sans y penser. Non seulement tu es descendu sans hésiter, mais plus tard, tu es parti tout aussi résolument, comme si toutes les richesses et les honneurs du monde, et la renommée éclatante ne pouvaient te retenir. À cet instant, j'ai soudain ressenti un apaisement, pensant que les succès et la gloire et la place dans l'histoire ne valaient pas la liberté de ton geste lorsque tu as posé le pied pour descendre. À ce moment-là, je ne savais pas que tu étais un immortel, mais sans raison, tu m'inspirais de la crainte. Si toutes les richesses, les honneurs et la renommée du monde ne peuvent te retenir, que puis-je encore te donner? Si l'amour ne te retient pas, alors une voix timide venue de la porte interrompit les paroles inachevées de Feng. Oh, désolé, c'est Da Kongming, il passa la moitié de sa tête. Puis il la retira rapidement, mais je m'étais déjà levé. Qu'y a-t-il? Feng, interrompu, resta un instant figé, puis il dissimula parfaitement cette émotion montante. Da Kongming s'empressa de faire un geste de la main. Rien, rien, je ne vous dérange pas, continuez. Je regardais Feng. En fait, tu as fini de dire tes bêtises, non? Feng ricana aussi. Oui. C'est fini. Alors que ces paroles tombaient, les commentaires filtrés au-dessus de leur tête réapparurent. Comme des âmes libérées de leur prison. Je le savais, ils ont une relation secrète, ils chuchotent encore dans notre dos. C'est vexant. Pourquoi ai-je de plus en plus l'impression d'être manipulé? Qu'est-ce qui est si important que même moi, membre VIP, je ne peux pas voir? Da Kongming poussa un soupir de soulagement, un air gêné encore sur le visage. Tant mieux, je pensais que vous étiez en train de vous déclarer votre amour, que je vous dérangeais. Qui sortirait avec lui? Qui sortirait avec lui? Feng et moi répondîmes presque en chœur pour nous défendre. Da Kongming, surpris par cette réaction trop synchronisée, resta figé un instant. Non, ce n'est pas ça. Il reprit ses esprits avant de s'approcher de moi. Sa voix était très douce, mais portait une détermination sans précédent. Ce petit frère En fait, hier soir, je n'avais pas fini de raconter ces choses. Je n'en avais jamais parlé à personne, pas même à mes avocats ou aux juges. Mais depuis que j'ai écouté tes paroles, j'ai de plus en plus envie de tout dire. Il prit une profonde inspiration. Depuis mon enfance, on disait que j'étais beau, alors mes parents m'ont très tôt arrangé un mariage. Mon mari soupçonnait toujours que j'avais quelqu'un d'autre. Les voisins aussi aimaient se moquer de moi, inventer des histoires. Ils les croyaient et se mettaient à me frapper. J'ai pensé au divorce, mais tout le monde disait qu'un oméga divorcé aurait mauvaise réputation, qu'on me montrerait du doigt. Alors j'ai supporté. Plus tard, nous avons eu un fils,
atteint d'une leucémie très grave. Mais mon mari, à cause des rumeurs, disait qu'il était en si bonne santé et que son fils avait cette maladie. Donc ce ne pouvait pas être son vrai fils. Il refusait de payer les soins. À ce moment-là, un voisin m'a chaleureusement recommandé un maître. Le maître disait avoir une recette secrète pour guérir mon fils, mais il avait besoin d'un ingrédient très spécial. Un appât, une tête humaine. J'ai compris plus tard que le maître espérait me dissuader. Nous sommes dans une société régie par la loi. Où trouver une tête humaine facilement? Il voulait juste m'effrayer pour changer de méthode. Profitant de l'occasion pour demander plus d'argent. Mais à ce moment-là, je l'ai pris au sérieux. Ce jour-là, comme j'étais à l'hôpital pour m'occuper de mon fils. Je suis rentré un peu tard. Mon mari a pensé que j'avais traîné avec un autre homme et m'a violemment battu. Quand je me suis réveillé, il faisait presque jour. Immobile, j'ai regardé mon mari qui ronflait à côté de moi. J'ai regardé sa tête. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai pris le couteau le plus tranchant de la maison. Quand la police est arrivée, je faisais bouillir cette tête dans une marmite. Ils voulaient m'emmener. Je leur ai demandé s'ils pouvaient attendre que mon fils boive ce bouillon avant de partir. Ils ont dit non. Ce n'est qu'en prison que j'ai appris que, l'après-midi même de mon arrestation, mon fils était mort des suites de complications. Alors quand j'ai entendu ce monsieur aux lunettes dire qu'il préférait porter le chapeau et aller en prison pour que sa femme ait une belle vie, j'ai eu l'impression d'écouter une histoire de fantôme. Je n'avais jamais imaginé qu'un mari puisse être si bon avec sa femme. Et je ne verrai probablement jamais mon fils grandir. Mais dans mon imagination, s'il avait pu grandir en paix, il ressemblerait sans doute à ce monsieur Jing. Voilà pourquoi, dès le début, il n'arrêtait pas de regarder Jing Yuzu. Il était heureux de voir Jing Yuzu. Et quand je me suis retourné, Jing Yuzu se tenait immobile non loin, ayant visiblement écouté toute la conversation sans en perdre un mot. En voyant cela, Da Kongmin se recroquevilla. Gêné et honteux. L'expression de Jing Yuzu était complexe. Finalement, comme s'il ne trouvait pas les mots appropriés. Il réussit à dire, « Cette dame, pourquoi es-tu si bête? Les autres disent n'importe quoi. Tu crois tout. Tu n'as donc pas un peu de jugeote ?» À peine eut-il dit cela, que derrière lui entrèrent Hua Wenshen et Xiao Yanjing, qui venaient de se remettre en ordre. En entrant, ils entendirent cette accusation sans queue ni tête de Jing Yuzu. Hua Wenshen. Il leva immédiatement les sourcils, et, dis donc, toi, le petit blanc-bec, tu ne sais pas parler? Sans prendre à un oméga, c'est ça ton talent? Où est-ce que je m'en prends à lui? Le visage de Jing Yuzu passa du rouge au pâle. Je suis aussi déçu de voir qu'il ne donne pas sa pleine mesure. Mais je pensais, parfois, être déçu de voir quelqu'un ne pas donner sa pleine mesure. Est, pour certaines personnes, une parole très cruelle. Tous les regards se tournèrent vers Feng Qixi, qui parlait. Il était toujours assis sur ce petit tabouret branlant, les mains soutenant son menton, aussi tranquille que s'il écoutait une pièce de théâtre dans sa propre cour arrière. Pour certains fers, ils ne pourront peut-être jamais entrer dans le haut fourneau de leur vie. Tu passes juste à côté, tu vois. Un morceau de fer brut, et parce qu'il a le potentiel de devenir de l'acier mais reste toujours du fer. Tu t'indignes et tu le méprises. Son regard balaya Jing Yuzu, puis se posa sur Da Kongming, dont l'expression était figée. Mon regard, surpris, se tourna aussi vers Feng Qixi. Ce Feng Qixi, à cet instant, semblait se superposer au jeune homme sensible et imprévisible que j'avais connu, qui aimait tes pieds dans l'ombre. Et pourtant totalement différent. Il avait en lui quelque chose de déposé par 1000 ans de temps, ce n'était pas de la vieillesse. 1000 ans sans se voir, il a fait des progrès. Après avoir dit cela, Feng Qixi se leva légèrement de son tabouret et s'étira. Bon, puisque vous êtes tous prêts, en route. Il ouvrit la bouche, révélant 2 rangées de dents blanches, allons voler la mariée. À ces mots, les longs cheveux de Feng Qixi, qui semblaient se fondre dans l'obscurité, se déployèrent silencieusement, s'étalant dessous ses pieds, enserrant et engloutissant rapidement les chevilles de tout le monde. Le sol disparut, leurs pieds ne reposant plus que sur une mare d'encre sans fond. Une étrange sensation de chute s'empara d'eux. Putain. C'est ça, le passage réservé aux employés VIP? Avoir un traître, ça change tout, cet effet de téléportation est bien plus classe que la clé de Jianyi. Un cachet contre le mal des transports. Qui a un cachet? J'ai l'impression que mes 3 âmes et 7 esprits vont être projetés dehors. Quand leurs pieds touchèrent à nouveau un sol ferme, le paysage avait complètement changé. Une imposante forteresse de montagnes se dressait, accrochée aux flancs escarpés des montagnes. Devant la porte, de grandes lanternes rouges suspendues au brillet d'une lueur sanglante sous le ciel sombre. Et les banderoles rouges qui flottaient au vent, plutôt que de sembler joyeuses, ressemblaient davantage à des bannières funéraires. Des sons de musique ancienne et des clameurs provenaient du cœur de la forteresse. Je regardais cette place forte. Et soudain, elle me parut familière. Feng Qixi, dis-je. Ces mondes dans les donjons, ont-ils vraiment existé? Il se tenait à côté de moi, ses cheveux noirs ayant retrouvé leur état normal, retombant sagement sur ses épaules. Alors que Feng Qixi allait répondre, Dong Dong Qiang. Un son aigu et perçant de Siona s'approcha, interrompant notre conversation. La grande porte de la forteresse s'ouvrit lentement. Et un cortège nuptial en sortit. En tête, des hommes de papier ouvraient la voie, leur visage barbouillé d'un rouge trop vif. Leurs lèvres fendues jusqu'aux oreilles. Derrière, un orchestre jouait des airs discordants, qui ne semblaient pas être ceux d'une fête de vivants, mais plutôt d'une orgie de spectres.
Au centre du cortège, un palanquin à 8 porteurs, d'un rouge profond. Orné de dragons et de phénix enlacés peints à la poudre d'or. C'est le marié fantôme, cria nerveusement Xiao Yanjing. Le palanquin s'arrêta devant tout le monde. Une main parée d'une armure ornée sortit du rideau, soulevant lentement la tenture. Et l'on vit Jian Yi assise à l'intérieur. Elle portait une couronne de phénix et une robe de cérémonie. Son maquillage raffiné, mais sa beauté était désormais empreinte d'une froide amertume vengeresse. Elle parcourut l'assemblée d'un regard glacial. « Vous avez du culot, venir jusqu'ici. Êtes-vous venu spécialement boire mon vin de noces? Et en profiter pour offrir vos têtes de mort en cadeau de mariage aux nouveaux époux ?» À peine eut-elle fini de parler, que le corps de Jian Yi dégagea soudain une puissante énergie yin, la température chutant brusquement. Son visage devint aussi blanc que du papier. Ses pupilles envahies d'un rouge sang, sa robe de mariée écarlate fouettant l'air sans vent, des cris de fantôme vengeur s'élevant sous ses vêtements. À cet instant, elle n'était plus Jian Yi, mais un véritable fantôme de mariage funèbre. Marié, tue-les. À son ordre, les hommes de papier s'animèrent instantanément, émettant des gloussements étranges et bondissants. En même temps, d'innombrables mains osseuses blêmes sortirent du sol, agrippant les chevilles de tous. Puis Feng Qixi poussa un cri sourd. Sortant on ne sait d'où quelques armes qu'il lança à Da Kongming et aux autres. Ses longs cheveux s'enroulèrent dans un tourbillon, déchirant en un instant d'innombrables hommes de papier. Quant à moi, je sortis aussi les ancêtres de la vieille dame. La mêlée éclata instantanément. Hua Wenshen rugit en faisant tournoyer sa hache, tranchant en deux un homme de papier qui bondissait, mais de la cassure ne coulait pas du sang. Mais des grains de sable noir, qui se recombinèrent vite. Xiao Yanjing, à moitié mort de peur. L'arme et morve mêlée, tailladait les mains osseuses avec son épée. Quant à Jian Yi elle-même, son unique cible dès le début était Jing Yuzu. Elle flotta hors du palanquin, ses longues manches d'eau lancées comme deux serpents venimeux vers lui. « Attention !» hurla Da Kongming, se jetant instinctivement en avant pour faire bouclier de son corps devant Jing Yuzu. Pouf, les manches traversèrent sans pitié sa poitrine. Le visage de Da Kongming portait encore la peur et l'incrédulité. Il baissa les yeux vers le trou dans sa poitrine, puis releva la tête vers Jing Yuzu. Ses lèvres frémissant douloureusement, comme s'il murmurait silencieusement « Papa ». Son corps s'effondra doucement. Non. Jing Yuzu tendit les bras, les yeux exorbités. Bien fait. Le prochain, c'est toi. Les rires sinistres de Jian Yi résonnaient devant le repère, et l'homme au tatouage, furieux, rugit « Je vais me battre jusqu'à la mort avec vous ». Tel un tigre enragé, il abandonna toute défense, brandit sa hache à deux mains. Et fonça sans se soucier de rien vers Jian Yi. Cependant, Jian Yi lui jeta un regard méprisant, tandis que plusieurs créatures étranges sortaient de l'ombre sous sa tête. Silencieuse, enlaçant l'homme tatoué. Il en abattit une, mais deux autres bondirent sur lui. Et finalement, une griffe glaciale lui transperça le cœur par derrière. Il cracha du sang, puis s'effondra lourdement au sol. Bon sang, non. La mort de la plupart des gens est si brève et soudaine, sans valeur. Et personne ne s'en souvient. Mais ce sont tous des condamnés à mort, des criminels. Ils méritent de mourir. Moi, je jetai un coup d'œil aux deux corps qui, quelques minutes plus tôt, parlaient encore avec moi. Puis je détournai le regard, continuant à observer les alentours du repère tout en luttant contre les créatures. Dans l'équipe, il ne restait plus que moi et Feng, ainsi que le petit homme à lunettes, paralysé de terreur, et Jing Yuzu, les yeux injectés de sang. C'est alors que Jing Yuzu fit soudainement une chose que personne n'avait anticipée, il tomba à genoux avec un bruit sourd. Laissant son arme de côté, Jian Yi, j'ai eu tort, vraiment tort. Je n'aurais pas dû te trahir, ni croire cet homme. Pardonne-moi. Je t'en supplie, laisse-moi revenir à tes côtés. Je suis prêt à me faire ton esclave et à te servir. En disant cela, il frappa violemment son front contre la dalle de pierre, et bientôt une tache de sang apparut. Jian Yi resta un instant interdit, puis un air perplexe et satisfait se peignit sur son visage, demandant pardon maintenant, il est trop tard. Pas trop tard, pas trop tard, rampa Jing Yuzu vers le palanquin nuptial. Regarde le quai. Cette garce ne se soucie pas du tout de ma vie. C'est toi, Xiao Yi, qui est sincère avec moi. Je t'en supplie. Jian Yi, recommençons à zéro, d'accord? En entendant cette tentative de réconciliation, l'envie de tuer sur le visage de Jian Yi s'estompa progressivement, remplacée par une vanité assouvie. Il fit descendre lentement le palanquin nuptial. Le posant devant Jing Yuzu, tu es sage. Puisque tu te repens sincèrement. Alors va mourir maintenant. Les yeux de Jing Yuzu brillèrent d'une détermination farouche, il sortit brusquement un poignard de sa poitrine. Le lançant de toutes ses forces vers Jian Yi. Schling, la lame s'enfonça profondément dans le ventre de Jian Yi. Aïe. Jian Yi poussa un cri déchirant. Regardant Jing Yuzu avec incrédulité, tu oses me tromper. La colère l'envahit. Sa coiffe nuptiale et ses ornements se transformèrent en d'innombrables lames, qui frappèrent violemment Jing Yuzu. PFF. Le corps de Jing Yuzu fut instantanément percé de trous de sang, le sang jaillissant de ses lèvres, sous l'effet de la douleur et de la rage. L'esprit de Jian Yi vacilla un instant, et son contrôle sur les fantômes environnants se relâcha. Les petits démons qui tourmentaient Feng Qixi ralentirent nettement leurs mouvements. C'est dans cet intervalle que la silhouette de Feng Qixi apparut tel un spectre derrière Jian Yi. Ses cheveux noirs se transformant en une lance qui frappa Jian Yi dans le dos. Boum! Jian Yi, comme un cerf-volant brisé,
fut projeté hors du palanquin, s'écrasant lourdement au sol, sa coiffe de travers. Piteux. Dès qu'il quitta le palanquin, les mannequins de papier s'affaissèrent. Gianni releva la tête avec difficulté, les yeux pleins de venin et de ressentiment, puis se mit à hurler de façon hystérique. « Époux, époux, sauve-moi, tue-les tous !» À peine son cri avait-il retenti que tout le repère se mit à trembler violemment. Une ombre immense, obscurcissant le ciel, se dressa lentement au milieu d'un séisme. C'était une existence indescriptible, son corps composé d'innombrables cadavres tordus et d'âmes en peine. Doté de dizaines de bras robustes, chaque visage portant une douleur et une haine infinie, dégageant une puanteur nauséabondée. Une terreur écrasante capable de tout broyer. Le boss final de ce jeu d'horreur, sur l'appel du marié. Apparut enfin. Feng Qishi se tenait à mes côtés, son visage habituellement serein, laissant transparaître une certaine gravité. Le petit homme à lunettes, effondré au sol, tremblait comme une feuille, marmonnant d'une voix hachée. « Femme, pardon, on ne peut pas rentrer. » Qu'est-ce que ce truc? Un boss à la Cthulhu? Rien qu'à le voir, j'ai du mal à respirer même de l'autre côté de l'écran. Comment combattre ça? Il pourrait tous les écraser du bout du doigt. J'examinais attentivement ce visage géant composé d'innombrables visages de souffrance. Parmi ses traits tordus et ses lèvres muettes hurlant en silence, je crus saisir une certaine familiarité, une familiarité avec le repère lui-même. Je risquais un mot, hachant, cette simple parole plongea tout le monde dans le silence. Feng Qishi me lança un regard perplexe, le petit homme à lunettes cessa de trembler une demi-seconde, et même le défilement des commentaires marqua une pause étrange. Quant à l'immense monstre qui obscurcissait le ciel, tout son corps se figea un instant, ses dizaines de bras s'immobilisèrent en l'air. Les innombrables visages hurlants sur son corps s'arrêtèrent net. Puis, la pression terrifiante, comme une marée qui se retire, reflua rapidement. Une voix rude et incertaine, émanant de cette masse chaotique de rancœur et de cœur, se fit entendre, résonnant devant le repère vide. « Maître ? Maître reconnaît les lieux de la scène de crime ? Je n'ai jamais vu ça. Non, l'ambiance de ce donjon devient soudainement étrange. Si ces donjons sont réellement issus de mondes en évolution, alors je ne me trompe pas, j'ai vécu dans ce village il y a plusieurs centaines d'années. Et cette immense créature devant moi n'est autre qu'un chef de bandits que j'ai autrefois instruit. À l'époque, je voulais simplement emprunter le chemin pour traverser la montagne. Mais il m'a capturé avec sa bande, en disant qu'il voulait faire de moi sa femme de chef de repère. La suite était prévisible. J'ai usé de méthodes physiques pour une discussion amicale, raisonnée et émouvante, qui l'a poussé à abandonner les armes pour les lettres. Il a juré de devenir un chef de bandit cultivé et raffiné. Je n'avais jamais imaginé que les sentiments humains étaient si utiles. Je l'ai surveillé toutes ces années. Et il en est encore à kidnapper des gens pour en faire sa femme. Tes leçons des 3 caractères, tu les as oubliés dans le ventre d'un chien. Non, ce n'est pas moi, maître. Je n'ai pas fait ça. L'immense corps composé de cadavres tressaillit violemment, des dizaines de bras s'agitèrent en désordre, faisant tomber plusieurs os de bras et des crânes innocents. C'est lui qui est venu me trouver. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai kidnappé, expliqua-t-il avec empressement. Dès qu'il a vu ma carrure, ses yeux se sont illuminés. Il est venu toucher mon front, mon os central de l'âme, et m'a complimenté sur ma beauté et ma puissance. En me demandant si je ne cherchais pas un mari capable de gérer le repère. Je me suis dit qu'un jeune homme aussi entreprenant ne pouvait qu'être sincère, c'était un amour partagé. Alors, sa voix devint de plus en plus faible. Ah, amour partagé, fit soudain Jing Yuzu, qui tenait toujours sa blessure à côté, en émettant un rire froid et sanglant. Il se souleva difficilement à moitié. Existe-t-il un alpha que Gianni ne pourrait pas convoiter dans ce monde? Même un pouf inutile comme moi, il a préféré me garder plutôt que de sacrifier un coéquipier plus fort. Il souhaiterait tellement être alpha lui-même. Et toi, tu croyais épouser quel marié? Tu épouses un monstre qui voudrait même effacer son propre genre. L'immense corps d'Achan trembla violemment, et les visages qui le composaient affichèrent une douleur plus authentique. Une tristesse palpable émanait de lui. « Est-ce vraiment ça ?» demanda-t-il d'une voix grave et désenchantée. « Merde. Je suis brisé. Le boss final est un idiot romantique et naïf, et je me mets presque à le plaindre. Il s'est fait berner sur son identité et ses sentiments. Il ne regarda plus personne, son corps immense commença à reculer lentement, se fondant à nouveau dans l'obscurité la plus profonde du repère. Rien d'intéressant, se marier, c'est vraiment nul. Autant retourner lire et planter des patates douces. Maman avait raison. Les patates douces sont sucrées, elles ne mentent pas, alors que sa silhouette solitaire disparaissait complètement. Toutes les lanternes rouges du repère s'éteignirent d'un coup dans un PFF, la dernière lueur du monde disparut. Seule la froide lumière de la lune tomba à nouveau. Gianni, allongé par terre, poussa un cri de douleur, la puissante et maléfique énergie yin qui l'entourait fut rapidement retirée. Sa coiffe somptueuse et propre perdit tout son éclat, devenant comme un costume de théâtre bon marché. Sa puissance lui fut complètement reprise. Jing Yuzu. Gianni releva brusquement la tête, le visage couvert de boue, les yeux rouges de rage. Il hurla de façon hystérique, « Traître, bon à rien qui mange à tous les râteliers, tu mourras dans d'atroces souffrances. J'ai vraiment été aveugle pour m'intéresser à toi à l'époque. » Les insultes durèrent longtemps, jusqu'à ce que Jing Yuzu s'évanouisse sous la douleur intense et la colère. Gianni tourna alors son regard haineux vers moi, « Et toi, le quai ?» Il grinça des dents en me regardant. «
affichant un sourire tordu, tu joues les vertueux, tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'une salope prétentieuse. Qu'est-ce que tu as de si exceptionnel? Si tu es si fort, alors tue-moi, allez. Je m'approchai lentement, ramassai par terre la lame brisée que Jing Yuzu avait utilisée. Je cherchai sur son corps la ceinture contenant le livre de jade. Mais ne la trouvai pas, tu es sûr, demandai-je, en me voyant prendre le couteau. Une lueur d'excitation malsaine traversa les yeux de Jian Yi, je suis sûr. Si tu as du cran, ne t'approche pas, poignarde-moi toi-même. Il désigna son cœur. Tu oses? Non, tu n'oses pas. Tu es du genre à avoir peur de te salir les mains. Je savais que tu n'étais qu'un mari douillet qui parle mais n'agit pas, qu'il en soit fait selon son souhait. Alors que je levai la lame brisée. Jing Yuzu, évanoui à côté à cause d'une perte de sang excessive, bougea soudain faiblement les paupières, un gémissement à peine audible sortit de sa gorge. Ne fais pas. Mais il était trop tard. Mon poignet ne s'arrêta pas, la lame brisée transperça proprement le cœur de Jian Yi. Pouf, le sang gicla. Cependant, Jian Yi n'avait aucune douleur sur le visage. Au contraire, une joie extrême et délirante s'y répandit. Il éclata de rire, du sang coula du coin de ses lèvres. Le rendant encore plus étrange, tu es tombé dans le piège. Imbécile. C'est mon artefact de survie ultime, le verrou des destins liés. Toute blessure mortelle qui m'est infligée se reflète entièrement sur l'attaquant. Je ne mourrai pas, mais toi, tu mourras à ma place. Alors qu'il riait, je baissai les yeux sur ma poitrine, à l'endroit correspondant. Mes vêtements étaient imprégnés, un liquide chaud s'écoulait lentement. Je relevai la tête vers Jian Yi qui riait à se tordre. Mon visage ne montrait ni peur ni douleur comme il l'avait imaginé. Vraiment, demandai-je calmement. Alors tu as déjà pris toutes tes pilules de prédiction, n'est-ce pas? Le rire de Jian Yi s'arrêta net, comme un canard qu'on étrangle. Il resta figé, ne comprenant pas du tout ce que je voulais dire, encore moins pourquoi je ne m'écroulais pas. Je le regardais, son visage perdu et choqué, et continuai, tu aurais dû en garder une, à prendre devant moi. Ainsi tu aurais su, se disant, je saisis la poignée du couteau encore planté dans sa poitrine, et sous les yeux de tous, y compris ceux des milliers de spectateurs dans le stream en direct. Je les retirai, les tournai. Pour un être comme moi, qui vit depuis des millénaires. On ne peut pas le tuer comme ça. Puis, sans aucune expression, il s'enfonça la lame dans le bas-ventre. Ce coup, je le vis sur le visage de Jian Yi, tordu par une douleur atroce. C'est pour te rendre ce que tu dois à grand intello. Au même instant, le ventre de Jian Yi projeta brusquement un jet de sang. Il poussa un cri strident, son corps se recroquevillant dans la souffrance. Je retirai alors la lame. Sans hésiter, je me la plantai dans la cuisse. Ce coup, c'est pour se tatouer qui n'arrêtait pas de prendre la défense des autres. La cuisse de Jian Yi n'était plus qu'une plaie sanguinolente. Il se tordait de douleur sur le sol. Attends, non. Il se mit à supplier, incohérent. J'ai eu tort, vraiment tort, je t'en supplie, épargne-moi. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Mais je ne m'arrêtais pas. Je levai une dernière fois le couteau, la pointe dirigée vers mon propre cou. Et ce dernier coup, Jian Yi, c'est pour toi-même. Je restai là, baissant les yeux pour contempler les plaies hideuses sur ma poitrine, mon ventre et ma cuisse. Elles ressemblaient à des motifs délavés à l'encre, se refermant et pâlissant lentement à vue d'œil, pour finalement disparaître entièrement. Comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai presque cru, tout à l'heure, que tu allais vraiment mourir, dit Feng Qixi. Sa voix légèrement fatiguée résonna à côté de moi, avec son ton moqueur habituel. À cet instant. Il s'approcha d'un pas lent, son corps translucide tel une fumée prête à se dissiper sous la lune. Je levai la tête, impassible. Croisant son regard. Tu es déjà mort, de toute façon. Ouais, admis-il comme une évidence, en hochant la tête. Qu'est-ce qu'un mort peut bien espérer de plus? Ce monde n'est pas le tien non plus. Le regard de Feng Qixi parcourut ces ruines souillées de sang et de cadavres. Ici, c'est le monde des âmes qui n'acceptent pas leur sort. Le terrain de jeu de ceux qui refusent de partir, notre tombeau final. Il est temps d'y mettre un terme. Laisse-moi te raccompagner, toi et la petite aux lunettes. Il marqua une pause, son regard effleurant la silhouette recroquevillée non loin. Ah, au fait, ce Jing Yuzu a encore un souffle de vie, mais je ne sais pas s'il tiendra jusqu'à la sortie. Je suivis son regard. Je lui avais tiré les sorts quand il était petit. À moins qu'un aîné ne l'éduque correctement dès l'enfance. Il est condamné à connaître une catastrophe carcérale, un mauvais pas à franchir. S'il y survit, le pire sera passé, mais cette épreuve durera sans doute 80 ans. Feng Qixi rit. Il comprit ce qui m'avait fait rire. Et l'autre personne qui comprit, la petite aux lunettes, s'efforçait de tirer le corps du tatoué de sous un tas de gravats. Larmes et morve mélangées. Lui barbouillait tout le visage. Tout en tirant, elle sanglotait, se parlant à elle-même, « Grand frère, ne vous inquiétez pas, je sors, je vais absolument dénoncer ce salaud de chef corrompu qui rejette la faute jusqu'à ce qu'il aille en prison. Je dois aussi retourner voir ma femme, je n'abandonnerai pas, même pour vous. Je ne peux pas comprendre ce sentiment, alors qu'ils ne se connaissent que depuis quelques jours, et quelques jours pour moi sont aussi courts qu'un soupir. Je détourne le regard, je regarde à nouveau Feng Qixi, et toi? Quelle est ta fin? Son sourire s'arrête un instant, ne t'inquiète pas. J'ai deux chemins, le premier reste ici, devient une étrangeté qui vit 100 ans. Chaque jour, il y a des tombes à creuser sans fin,
Peut-être même pourrais-je planter des patates douces avec Achan. Il fait une pause. Fixant mes yeux, et l'autre est de sortir avec toi, je détourne le regard. Sortir avec moi, puis voir la lumière du soleil et disparaître en cendres. Ah, tu ne peux pas espérer du bien pour moi. Mais c'est à peu près pareil, mais pas aussi laid que de disparaître en cendres, je me dissiperai. Puis j'entrerai dans le cycle, renaîtrai, deviendrai une personne ordinaire qui naît, vieillit, tombe malade et meurt. Alors lequel veux-tu choisir? Elle rit, bien sûr le premier. Bien que ce soit un peu solitaire, et pour te revoir, il faudra peut-être attendre très très longtemps. Je répète ce mot, pour une personne ordinaire, 10 ans c'est long. 20 ans c'est long, 30 ans c'est encore plus long, mais pour moi. Ce n'est qu'un long sommeil, une promenade, ou regarder un jeune arbre dans la montagne devenir un arbre majestueux. C'est vraiment étrange, sachant que leur temps est si court, utiliser encore le mot long pour le décrire. Sachant qu'ils finiront par partir, dire encore ensemble, je le regarde à nouveau. Inconsciemment, je tends la main, voulant le toucher, mais le bout de mes doigts traverse sans obstacle son corps translucide. Ne soulevant qu'un souffle froid d'énergie yin, je reste figé, lui aussi. Je retire silencieusement ma main. Si elle choisit le deuxième chemin, sortir pour renaître, si elle peut vivre longtemps. Vivre jusqu'à 90 ans, il deviendra un vieux grand-père, les cheveux tout blancs. Marcher avec une canne, ne se souvenir plus où il habite, et à ce moment-là je serai toujours pareil. Donc il semble que choisir le premier chemin soit mieux, je ne comprends toujours pas, je ferme les yeux. Je ne comprends pas pourquoi utiliser long pour décrire un temps si court, je ne comprends pas pourquoi continuer en sachant la fin, comme maintenant je sais que si tu rentres avec moi, tu vieilliras. Oublier et mourir, je suis pourtant assez avide pour vouloir te serrer vraiment une fois. Mais cette phrase, je n'arrive pas à la dire, même après 1000 ans, même après 3000 ans. Je ne sais toujours pas comment la formuler. Même en parlant d'Achan, je n'ai fait aucun progrès, pas même moi. Ne pleure pas, la voix de Feng Qishi soudain toute proche, emplie d'une panique intense. C'était la première fois qu'il me voyait pleurer, et c'était aussi ma première fois, mais c'était peut-être après avoir déterré la tombe de mon ennemi juré d'il y a 1000 ans. Je me suis souvenu du nom que je lui avais donné à l'époque. Alors qu'il tendait la main, affolé, pour attraper cette larme, elle traversa en vain ma joue. Rien ne peut être touché, rien ne peut être retenu. Alors mes larmes coulèrent encore plus fort. Il est mort. Quand j'ai réalisé que je l'aimais, il était déjà mort. Il y a 1000 ans, Feng Qishi me regardait, figé, regardant mes larmes. Dans ses yeux noirs, quelque chose menaçait de se briser. Ou peut-être y avait-il une autre solution, reste ici avec moi. Ne pars plus, ne pars jamais. Il fit soudain un pas en avant. Son corps irréel presque confondu avec le mien, une aura glaciale m'enveloppa. Restons là. Ne pars pas. Si tu oses partir, je t'étrangle. Sur ces ruines silencieuses et ensanglantées, son sentiment se dévoila pour la première fois, si nu, si sans phare. Entre une possessivité extrême et une certaine distorsion, entre le désir de contrôle et la peur de l'égarement, entre une obstination glaciale et une fragilité rare. Il révéla enfin la vraie couleur de son âme. Elle n'était ni noire pure, ni blanche pure. Mais un gris tissé d'ombres innombrables, complexe et insoluble. Pourtant, l'instant d'après, cette aura sauvage qui menaçait de m'engloutir se calma aussi vite qu'un ballon crevé. Feng Qishi recula d'un pas, s'éloignant de moi. Tant pis, il se rétracta, avec un rire léger de résignation. Plutôt que cela, c'est moi qui viens avec toi. De retour dans le monde des vivants depuis plus de 1000 ans, la chaleur du soleil commence aussi à me manquer. Il leva la tête vers le ciel, vers cette lune froide et claire, comme s'il pouvait voir à travers elle le soleil d'un autre monde. De toute façon, ta vie est trop longue, si longue que où que je sois, je ne suis qu'une poussière infime dans ton existence. Il tourna la tête et me regarda profondément. Ses yeux, toujours empreints de moquerie, n'abritaient plus qu'une sincérité pure. Je souhaite seulement rester près de toi, tant que tu te souviendras de moi, tant que tu pourras encore prononcer mon nom. Avant que mon bon vin ne s'épuise, il me tendit la main en souriant, sachant que je ne pourrais pas la saisir. Mais je savais aussi que bientôt, je pourrais prendre sa main, et ne plus jamais la lâcher. Fin du texte.